Le niveau scolaire en France baisse, c'est indéniable. Le vocabulaire s'appauvrit, l'orthographe est catastrophique, la jeunesse ignore tout de l'histoire de son propre pays et récemment la France vient d'être placée bonne dernière d'Europe en maths. En fait, le niveau d'un bachelier aujourd'hui est celui d'un élève de CM2 d'il y a quelques décennies. Eh bien les enfants, répondez, ne soyez pas timides, allez-y. Oui, Clyde? 12. Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre? Alors, dire que le niveau scolaire baisse n'est pas tout à fait exact. Il est en chute libre. Et ce grand saut dans le vide, ce n'est pas un accident, c'est un suicide. C'est un acte volontaire. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli. Un livre que vous avez été nombreux à me réclamer. Alors, pour essayer de comprendre la situation, on va diviser cette vidéo en 3 parties. On va d'abord chercher à comprendre comment l'école a été détruite, puis pourquoi elle l'a été, et on verra ensuite ce qui pourrait être fait pour la redresser. Mettre l'élève au centre du système, un slogan très démagogique qui implique plusieurs choses. Déjà que l'enseignant n'est plus au-dessus de l'élève, mais qu'il devient son égal. La hiérarchie enseignant-élève étant une oppression insupportable. C'est un relativisme absolu. Tout se vaut. La transmission du savoir jusque la verticale devient horizontale, comme si l'élève avait autant à apprendre au professeur que lui avait à leur apprendre. L'enseignement n'est plus à considérer comme allant du professeur à l'élève, mais comme un échange entre les deux. On renonce aussi de plus en plus à l'autorité, à la discipline, ce qui fait que l'enseignement n'est parfois tout simplement plus possible à cause du bruit, de l'inattention, du désordre, etc. Tu vois, je viens de me fumer un joint, je suis un peu foncé, je comprends rien à ce que tu me dis. Et ce qu'il y a de pervers dans tout ça, c'est qu'on considère que respecter l'élève, c'est considérer que son point de vue est équivalent à celui de l'enseignant. Alors que par définition, le point de vue de l'élève n'est pas éclairé, parce qu'il n'a pas été confronté à suffisamment d'éléments pour nourrir une réflexion digne de ce nom. Et ce que l'école est censée lui apporter, ce sont précisément ces remises en question, cette capacité à remettre en cause ses certitudes. Mais aujourd'hui, l'élève se défend en disant simplement « vous avez votre avis, j'ai le mien », ce qui revient à mettre l'ignorance à égalité avec le savoir. Et ça, c'est l'opposé même de l'éducation. En plus de ça, tout commence à être considéré comme des difficultés insurmontables. Le rythme scolaire, le poids des cartables ou le simple fait de rester assis en classe et d'écouter. Bref, le confort est devenu la seule préoccupation des parents, des élèves et des écoles elles-mêmes. La transmission du savoir est devenue secondaire. Ainsi, l'école abandonne la pédagogie au profit de la didactique, que l'auteur définit ainsi. C'est l'art d'apprendre à apprendre ce que l'on ne sait pas. Et on commence alors à tout miser sur les activités, qui regroupent à peu près tout et n'importe quoi. Des exercices, des pseudo-recherches sur internet, des travaux en groupe où un seul élève travaille, des activités qui tuent le désir d'apprendre. Et tant mieux, parce que c'est le but, mais on y reviendra. En fait, ce qui compte, ce n'est pas que l'élève apprenne, mais qu'il soit occupé. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé dans les manuels utilisés en seconde et en première de 2000-2500 pages dans les années 80 à 350 aujourd'hui. Autrement dit, les élèves apprennent 15% de ce qu'ils apprenaient il y a 20 ans. L'école a donc baissé son niveau d'exigence, or, en baissant les exigences, on crée un cercle vicieux. Baisser les exigences entraîne une baisse des résultats, ce qui va de pair avec un désintérêt grandissant des jeunes pour l'école. Même le niveau de recrutement des profs a baissé. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est arrivé à recruter sans diplôme. Et toutes ces réformes sont systématiquement défendues au nom de l'égalité. C'est aussi au nom de l'égalité qu'ont été inventés les ZEP, zones d'éducation prioritaire, dont le but, selon Brigelli, est d'être un ghetto organisé dans le but d'éviter aux lycées de centre-ville d'être envahis par la racaille. Brigelli y a d'ailleurs enseigné pendant plusieurs années, et il raconte à ce sujet une anecdote assez glaçante. Je vous lis l'extrait. Premier poste, en ZEP, première heure, une classe de première technique, où curieusement les 2/3 des élèves sont redoublants. Je leur demande, comme on le fait souvent, ce qu'ils ont étudié l'année dernière, afin d'éviter de doublonner. Éclat de rire général. Rien monsieur, j'insiste parce que ce type de réponse est usuel, là comme ailleurs. Quand ce n'est pas la mauvaise foi, c'est l'oubli involontaire. Les vacances suffisant à gommer ce qui a été vu 3 mois auparavant. Nouvelle rigolade. Rien monsieur, on vous assure. Avec cet inimitable accent de banlieue issu de l'immigration, qui, par l'intermédiaire du rap et des médias, s'est généralisé dans toute la France. Très bien. Qui était votre prof de français l'année dernière? Je lui demanderai. Qui n'a jamais vu 24 élèves se tordre de rire, n'a rien vu. Ça hoquette l'un d'eux. Ça m'étonnerait. Et pourquoi donc?
Léger suspense pour mettre en valeur la réponse. Parce qu'on l'a tuée. Et c'était vrai. La malheureuse, nommée au mois de septembre précédent, avait tenu 2 mois et s'était pendue. Un manque d'empathie assez terrifiant, voire une fierté d'avoir commis ce meurtre indirectement. Pourtant, Brigelli va plus ou moins prendre leur défense en expliquant que si ses élèves posent tant de problèmes et ont un niveau aussi lamentable, c'est à cause des programmes adaptés, mis en place pour eux comme s'ils étaient débiles. Or pour lui, plus une classe est difficile, plus il faut traiter des sujets difficiles. Seulement, l'école choisit de s'adapter à ses élèves en leur faisant étudier du rap par exemple. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Seule l'élite actuelle peut se permettre d'éviter à ses enfants d'aller dans les mêmes écoles que celles du peuple, et elle ne s'en prive pas. D'ailleurs, comble de l'ironie, l'élite n'envoie pas ses enfants à l'école de la République, mais le plus souvent dans des établissements privés et religieux. Le système qu'ils défendent, l'égalitarisme, c'est pour les autres. En fait, le système est tellement fermé sur lui-même que la classe dirigeante actuelle est encore plus privilégiée que l'aristocratie du XVIIIe siècle. On a donc affaire à une petite minorité qui s'auto-perpétue en faisant des leçons de morale sur l'égalité et la tolérance et en se nourrissant littéralement de la médiocrité qu'elle produit chez la masse. Alors oui, l'école est morte, c'est un fait. Maintenant, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi l'école a-t-elle été détruite sciemment ? Parce que oui, elle a été détruite sciemment. L'école de la République a été ni plus ni moins que la meilleure école du monde, rien que ça. Donc oui, on connaît les méthodes pour enseigner et faire fonctionner cette école. Et si on n'utilise pas ces méthodes qui ont fait leurs preuves, c'est parce qu'on refuse de les utiliser. Si aujourd'hui ne sortent de l'école que des gens sans curiosité, allergiques à la réflexion, et ça fait fleur, fleur. Quasiment analphabètes, ou du moins incapables de s'exprimer correctement à l'écrit, c'est forcément un choix. Parce que non seulement l'école républicaine a été la meilleure du monde, mais elle a en plus été la seule à réellement permettre l'ascension sociale de personnes qui venaient de milieux parfois très défavorisés. Bref, la méritocratie en France, sous la République, a bel et bien existé. Sauf qu'aujourd'hui, le rôle de l'école consiste uniquement à fabriquer des crétins. Et pour bien comprendre pourquoi l'école est morte, il va nous falloir remonter à mai 68.